Bonjour à tous. Un diplomate connaît le monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il s'y résigne, mais au moins il connaît le monde, le pire et le meilleur. Il les a ou il les a eus sous les yeux. Il peut les imaginer donc facilement. Bienvenue à Stéphane Gompertz qui a été ambassadeur, il a représenté la France en Éthiopie et en Autriche. Il a fait un parcours d'excellence, Normal Sup, l'ENA, et bien sûr donc il écrit, parce que quand les ambassadeurs arrêtent d'écrire des télégrammes, ils écrivent des livres. Et c'est son 6e livre, c'est sans doute le plus audacieux, l'apologie du futur. Merci de venir le présenter à tous ceux qui ne lisent pas mais qui regardent Télésud. Merci à vous. L'un de vos derniers livres, qui était sans aucun doute le plus savoureux, s'appelait « Un diplomate mange et boit pour son pays ». Et j'y repensais en découvrant celui de Raoul Delcorde. Lui aussi est diplomate. Il vit à Bruxelles, qui est la terre promise des ambassadeurs. Il y a des pays qui ont 5 ambassadeurs à Bruxelles. Il y a l'ambassadeur en Belgique, il y a l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, il y a l'ambassadeur auprès de l'OTAN, il y a l'ambassadeur auprès... il y en a un 4e qui est... le comité politique et de sécurité. Ah, exact, oui. Et voilà, donc ça en fait 4. Hein. Et l'ambassadeur de Raoul Delcorde n'est rien de tout cela. Il est en Belgique parce qu'il est chez lui. Et c'est là où on va le rejoindre dans un instant. Il vient de publier La diplomatie d'hier et de demain. Demain, l'avenir, les lendemains qui chantent, le futur, l'espoir d'un monde meilleur, les voitures qui volent, ou même mieux, les vélos qui volent, pourquoi pas, après tout. Hein. On parle au futur, et quand on parle au futur, en général, on rêve éveillé, sauf qu'il y a régulièrement un petit accident qui ridiculise tous ceux qui font de la prédiction. C'est le réel, c'est ce petit cauchemar qui s'appelle le Covid, et qui démontre en ce moment d'une manière éclatante qu'il est impossible de savoir ce que l'avenir nous réserve. L'avenir, c'est la 3e vague, puis la 4e, puis peut-être la 5e. Et pourtant, vous parlez d'avenir, vous. Et pourtant, je parle d'avenir. Et j'ai commencé à réfléchir à ces questions bien avant la crise de Covid, mais j'ai le sentiment que la crise de Covid, contrairement à ce qu'on pourrait croire, va dans mon sens. Parce que oui, il y a la 3e vague, il y aura peut-être la 4e, il y a des mutants, il y a des variants, comme on les appelle, mais quand même, les progrès qu'a réalisés en peu de temps toute l'humanité contre cette maladie sont stupéfiants. C'est très encourageant. La médecine, la recherche, la mise au point de vaccins, la coordination malgré toutes les erreurs commises, c'est formidable. Donc oui, je reste optimiste. Et malgré l'échec quand même assez éclatant des institutions, de l'Europe en général, et de la France en particulier au sein de l'Europe ? L'échec, je ne dirais pas. Il y a eu des errements. Il y a eu des errements, il y a eu des loupés, c'est évident. Mais qui n'en fait pas, le tout c'est de reconnaître les erreurs commises et de les corriger. Alors autrefois, on croyait au progrès, on pensait que les choses iraient forcément s'améliorant avec le temps, mais ça ne marche plus tellement comme ça. Autrefois, on croyait dans un progrès continu. Il y avait une direction, il y avait une flèche, et puis on allait toujours dans le même sens. Puis maintenant, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. Qu'il peut y avoir des détours, qu'il peut y avoir des retours en arrière, qu'il peut y avoir des catastrophes, qu'on peut avoir le sentiment qu'on ne va pas vers un avenir meilleur, et puis on repart. Et si on regarde le long terme, je pense quand même qu'on a fait rudement de progrès. Alors, c'est ça l'intérêt de cet ouvrage, hein, qui est très pensé, qui est très articulé. C'est qu'en fait, grosso modo, il y a une première partie où vous expliquez à quel point, finalement, le présent peut paraître décevant, et une deuxième partie qui explique à quel point, malgré tout, il faut continuer d'y croire. Est-ce que je vous trahis si je dis que vous êtes un homme de votre génération, celle des baby-boomers, de mai 68, il faut assumer. Que vous êtes progressiste, mais que vous êtes désarçonné par le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous avez contribué à le construire? Désarçonné, non. Surpris, oui. Déçu, parfois. Mais pas désarçonné, parce que je l'aime bien, le monde où nous sommes. Je le trouve fascinant, et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à y faire. Donc, je suis plutôt positif. Je ne me sens pas désarçonné, même si, naturellement, je suis largué dans certains domaines. De temps en temps, je fais appel à mon épouse ou à mon fils parce que je n'arrive pas à résoudre un problème avec l'ordinateur. Oui, c'est une question de génération. Oui, mais ce sont des petites choses. Ça s'apprend et puis ça s'oublie. C'est fait pour être oublié, ce genre de connaissances. On essaie de ne pas oublier, puis on apprend quand même. Mais, en fait,
Mai 68, et cette génération a mis à bas toutes les figures de l'autorité, en fait. Hein. Le pater familias, le maître, le mandarin, Oui, Bon. mais c'était salutaire. Et c'était salutaire. C'était salutaire parce que c'était de fausses figures de l'autorité. C'est une autorité qui n'avait plus besoin de justification, qui se justifiait elle-même. Alors que maintenant, on peut avoir de l'autorité, mais il faut la mériter. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, parce que vous avez un ordinateur et que Bien votre sûr. fils et votre femme vous aident. Et je suis sur Facebook et je suis sur Twitter, D'accord. bien sûr. Et quand vous voyez la mise à bas, justement, la contestation de toute parole, scientifique ou pas d'ailleurs, hein, de toute personne qui exhibe par exemple ses parchemins et qui dit voilà, scientifiquement on ne peut pas dire que ça, on ne peut pas prétendre aussi, mais que cette parole est battue en brèche par les complotistes, par les individualistes, tous ceux qui jactent, qui palabrent. Ça vous dites pas que ce sont les enfants indignes? Oh, je ne dis pas que ce sont les enfants indignes, je dis qu'ils racontent beaucoup de bêtises et qu'il faut les combattre. Et qu'il faut user de conviction, qu'il faut avoir des preuves, qu'il faut tenir un discours rationnel qui tient la route. Mais bien sûr, quand on sait qu'il y a encore des dizaines ou des centaines de milliers de gens qui affirment que la Terre est plate, il y a de quoi se taper la tête contre le mur. Mais enfin, bon. la bêtise est éternelle. Hein. Je vais lire vos têtes de chapitre quand même. Hein. Allez-y. La crise du temps linéaire, les espérances mortes, Oui. les 7 nouvelles plaies du monde... Retour vers un futur. Vers un futur. Je lis et je me dis, c'était mieux hier. Oui, mais j'espère que quand on a lu le livre, on se dit que non, c'était pas mieux hier et que cela peut être bien mieux demain. Alors, vous parlez de déclin dans ce livre, et le déclin, c'est quelque chose qui se mesure. On peut effectivement mesurer la richesse relative des Français, par exemple. On peut mesurer le taux de criminalité. Le déclin, ça se mesure. Mais vous parlez jamais comme si ça vous répugnait, de décadence. Oui, parce que dans le mot de décadence, même si Michel Onfray a rédigé un livre très intéressant là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui, mais le livre est passionnant, le mot de décadence a une connotation morale. Autrefois, on était plus vertueux, autrefois, on respectait les valeurs, et puis maintenant, ma bonne dame, tout va de travers. Non. Je préfère parler de choses effectivement concrètes, parfois mesurables, pas toujours, et c'est pour cela que je préfère le terme de déclin, qui en plus est plus collectif. Décadence, c'est moral, c'est éthique, ça peut être religieux, ça peut être philosophique. Alors le déclin, il peut être économique, il peut être matériel, donc à mon avis, le déclin est plus large. Oui, mais si vous le prenez au sens individuel, vous ne pensez pas qu'il y a aussi, dans l'homme occidental par exemple, l'homme de ce début de 3e millénaire, en Europe, une certaine conception de soi, par exemple des mots qui sont totalement démodés, l'honneur par exemple. Je crois que ça a encore du sens. Ça a encore du sens ? Il y a encore du sens. Il y a beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer, y compris parmi des jeunes, qui ont un certain sens de l'honneur ou du devoir. Ouais. Les jeunes qui vont sauver les victimes d'un incendie au péril de leur vie, alors on appellera ça l'honneur, on appellera ça le dévouement, peu importe. Les gens qui s'engagent dans l'action humanitaire. Ouais. C'est une forme d'honneur. Mais vous n'avez pas l'impression, si on prend le métier de diplomate, puisque c'est ça le thème oui. de cette émission aussi, quand vous voyez la façon dont pantouflent un certain nombre de vos confrères, de vos collègues, pardon, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une perte de l'estime de soi ? Non, ça dépend pour qui on pantoufle. Oui. Si on peut aller travailler pour une entreprise qui fait de belles choses. Il n'y a pas d'antagonisme entre le public et le privé. Il faut éviter évidemment les conflits d'intérêts. Il ne faut pas aller dans une entreprise avec laquelle on a eu à travailler quand on était dans la fonction publique. Oui, ça arrive. On ne va pas citer des noms, mais ça bien arrive. Sûr, ça bien sûr. Ça n'arrivait pas. Aussi, ça arrivait peut-être de façon plus déguisée. Oui. Mais là, il y a des abus à corriger. Mais passer dans le privé, pourquoi pas ? C'est bien de faire des allers-retours. On peut passer dans le privé ou on peut passer dans la vie associative où on peut faire du travail associatif tout en étant diplomate. Ça m'est arrivé aussi. Ça, c'est vrai. On va rejoindre Raoul Delcorde qui est à Bruxelles. Rebonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Autrefois, avant le Covid, c'était un monde ancien. Vous étiez secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi Philippe, parce que vous êtes d'ailleurs toujours membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie des sciences d'outre-mer, ce qui est une sorte d'immortalité. Vous publiez La diplomatie d'hier à demain, préface de Herman Van Rompuy, qui est l'ancien président du Conseil européen. Alors c'est tout à la fois une histoire
de la diplomatie, rapide, un vade-mecum, à quoi ça sert, comment ça marche, un que sais-je, et une réflexion sur la carrière, sur un métier qui a beaucoup changé. Pourquoi est-ce que ça reste un métier nécessaire ? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de ce protocole, de cette langue de bois, de toutes ces précautions d'usage, de cette représentation, de tout cet héritage du passé? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'ambassadeurs? Merci tout d'abord de m'interviewer. Et petit rectificatif important, je n'ai jamais été secrétaire général. Je vous remercie toutefois de cette promotion. Je croyais. Pardon, j'en étais convaincu. Pour répondre à votre question, peut-être. Non, on va pas arrêter là. On va vous garder. On va quand même vous garder. Donc, vous n'étiez pas secrétaire général, mais vous avez été ambassadeur, rassurez-moi. Oui, j'ai été ambassadeur et j'ai même été promu jusqu'au rang de ministre de première classe. Donc, j'ai parcouru tout le cursus honorum avec beaucoup de délectation. Ce métier n'est pas démodé. Je veux d'emblée vous le dire et le dire à tous les téléspectateurs. C'est vrai qu'il est entouré d'un certain décorum qui remonte très loin parce que l'ambassadeur n'est pas n'importe quel envoyé. En parlant, en se présentant, il engage quand même le chef de l'État qu'il représente. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui représentent une entreprise ou une ONG, mais il y a comme une dimension supplémentaire, peut-être plus solennelle à ce métier et qui nécessite, je crois, le décorum auquel vous faisiez allusion. Il y a une atmosphère. Je ne sais plus, c'est Balzac qui disait qu'il y avait eu une atmosphère vermeille autour des diplomates. Du moins, c'est Madame Bovary qui pensait ça. Expliquez-moi, Raoul Delcorde, qu'est-ce que c'est la différence entre un diplomate français et un diplomate belge au regard, par exemple, d'un Africain? Je vous remercie de faire allusion à l'Afrique, parce que s'il y a bien une priorité pour la diplomatie belge, c'est l'Afrique des Grands Lacs, pour des raisons historiques bien connues. Et donc, en l'occurrence, là, je crois que l'Africain écouterait avec un intérêt tout particulier ce que le diplomate belge lui dirait sur la situation dans la région des Grands Lacs et sur la manière dont la diplomatie belge, davantage que n'importe quelle autre diplomatie européenne, porte à l'attention mondiale la situation dans les Grands Lacs. Oui. Mais vous savez, la diplomatie belge, par rapport à la diplomatie française, est une diplomatie jeune. Elle est née au XIXe siècle, alors que la diplomatie française, le premier réseau diplomatique français remonte à François Ier, donc c'est une toute autre histoire. La diplomatie française a une vocation planétaire que la diplomatie belge n'a pas, encore que le réseau diplomatique belge est important et compte plus de 120 postes diplomatiques dans le monde entier. Mais si vous me permettiez de résumer pour les téléspectateurs les trois axes de la diplomatie belge, et par là même vous pourriez comparer avec la diplomatie française, c'est le premier que je viens de citer, l'Afrique des Grands Lacs, le second, la construction européenne. Nous faisions partie, au même titre que la France, des pères fondateurs, et bon, on dira que les Belges, encore aujourd'hui, sont quand même des soutiens indéfectibles de la construction européenne. Et enfin, le troisième axe, qui est important pour nous, peut-être moins pour la France, je ne sais, c'est l'axe transatlantique. Nous abritons aujourd'hui le siège de l'OTAN, comme vous le savez. Merci. Restez avec nous, Raoul Delcorde. Je vais vous poser la même question à Stéphane Gompert. C'est quoi la différence, quand on est africain, entre un diplomate français et un diplomate belge? Personnellement, j'en vois pas beaucoup. L'ambassadeur Delcorde a dit qu'effectivement, nous avions un réseau peut-être plus ancien, plus étendu. Mais je veux dire que dans tous les postes où j'ai été, j'avais une très grande proximité avec mes collègues belges. Proximité, je dirais même complicité. Ouais. Parce que notre politique était la même, parce que nos objectifs étaient les mêmes, parce que nous étions, comme l'a dit Raoul Delcorde, des piliers de l'Union européenne. Donc moi, je n'ai pas tellement senti la différence. Oui. Alors, ce que je remarque quand même, c'est que Raoul Delcorde a été en poste en Suède, en Pologne, ambassadeur en Suède, en Pologne, au Canada, toujours des capitales du Nord. Si vous aviez été ambassadeur au Sud, dans quelle capitale auriez-vous aimé être nommé ? Au Caire, par exemple, ou dans une grande capitale du Moyen-Orient qui m'a toujours beaucoup fasciné. Et d'ailleurs, mon dernier poste, mais cette fois à l'administration centrale, était précisément directeur Moyen-Orient-Afrique du Nord.
Et la compréhension des enjeux du Moyen-Orient est capitale pour la diplomatie européenne. Alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'aucun de vous deux ne parle de francophonie, quand même. Hein. Je relève juste, alors que vous êtes belge, vous êtes français. C'est quand même une différence, parce que le diplomate belge a le droit d'utiliser les deux langues dans sa correspondance, corrigez-moi si j'ai une sottise, alors que nous devons utiliser uniquement le français. Ne parle qu'anglais, évidemment, à son ministre. Jamais il ne parle anglais. Alors, la préface est d'Herman Van Rompuy, c'est un plaidoyer fédéraliste sur le ton de l'évidence, et il écrit, noir sur blanc, j'espère que je vais le retrouver, « Il n'y a pas d'alternative dans le monde d'aujourd'hui ». Vous croyez qu'un jour prochain, Raoul Delcorde, les pays européens mettront leurs moyens en commun et qu'il n'y aura plus qu'une ambassade de l'Union dans la plupart des pays du monde, ou est-ce que c'est un songe creux ? Ce n'est peut-être pas un songe creux, mais c'est en tout cas un objectif fort lointain. Et sans vouloir taquiner mon collègue français, j'aimerais lui demander si un jour la France serait prête de céder son siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'Union européenne. Donc non, vraiment, l'Union européenne n'est pas un État, c'est un ensemble de 27 États. Construire une politique étrangère avec 27 États, c'est difficile. Et les objectifs diffèrent parfois d'un État à l'autre au sein de l'Union européenne. Mais donc, même entre le président du Conseil européen et la présidente de la Commission, parfois les objectifs diffèrent. On l'a vu devant le Grand Turc la semaine dernière, Raoul Delcorde. Merci beaucoup. Je rappelle, La diplomatie d'hier à demain, c'est publié Permettez-moi une remarque à l'appui de ce que dit M. Delcorde. Alors, bien entendu, la France ne cédera pas son siège permanent au Conseil de sécurité. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne crois même pas qu'il soit souhaitable qu'on supprime les représentations nationales. Parce que l'addition des identités, de l'identité nationale et l'identité européenne fait notre force. Il ne faut pas renoncer à une des dimensions. Je pense que mon collègue sera d'accord. Absolument. Merci Raoul Delcorde. Stéphane Compers, dans la réalité, quand l'ambassadeur de France parle et défend les intérêts de l'Union européenne dans un pays, dans ce qu'on appelait autrefois les pays du champ, les anciennes colonies françaises, oui. Il parle au nom de l'Europe, en fait, l'ambassadeur de France, non ? Ça dépend de la mission, de l'instruction qu'on lui a donnée. Si on lui dit de parler au nom de l'Europe, il parle au nom de l'Europe. Si on lui dit de parler au nom de la France, il parle au nom de la France. Est-ce que vous avez l'impression que son autorité, il est lesté une autorité supplémentaire parce qu'il a l'Europe derrière lui ? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il est l'avocat aussi du pays en question auprès des instances européennes, souvent, non ? Bien sûr, le pays peut y voir son intérêt. Le fait que la France est écoutée à Bruxelles, qu'elle peut avoir un certain entregent, une certaine influence, oui, bien sûr, ça joue. Et puis ensuite, il y a l'équation personnelle. Oui, il y a l'équation personnelle, évidemment, et ça change tout. Hein. Les hommes, ça compte. Ah oui. Alors, bon, on n'arrête pas de réécrire l'histoire. Hein. Ça, c'est un process qui est permanent, évidemment, et on n'est pas souvent d'accord ni sur le présent, ni sur le passé. L'avenir, finalement, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on peut le colorier comme on veut, en rose, en gris, en vert, en rouge. On peut le colorier toutes les couleurs, ou en noir, hein, quand on est vraiment très pessimiste. Et il y a ce double mouvement dans votre livre, ce que je disais au départ. Hein. Il y a la première partie, c'est oui, sans doute, nous vivons au paradis, mais ce qui est en train d'advenir est quand même inquiétant. Et puis dans la deuxième partie, c'est les gens sont malheureux, le monde est tragique, mais ça va aller mieux, sûrement. Alors, quel est personnellement, vous, Stéphane Compers, ce que vous regrettez le plus, ce qui a été gâché depuis la génération de vos parents ? C'est la première question. Alors d'abord, je reviens sur un de vos propos. Je ne pense pas que globalement les gens soient malheureux. C'est ce qu'on constate dans certains des sondages que je cite. Paradoxalement ou contradictoirement, dans certains sondages, les gens disent « nous sommes heureux, mais nous avons peur pour l'avenir et nous avons peur pour nos enfants ». Donc là, il y a une contradiction, ce qui prouve qu'on n'a pas uniquement affaire à des phénomènes objectifs, mais aussi à des perceptions. Alors maintenant, quelles sont les occasions manquées ? Je crois qu'une des grandes occasions manquées, c'est assez récent. C'est
une double union qui aurait été nécessaire contre le terrorisme et contre le changement climatique. Ça ne veut pas dire que les carottes soient cuites, non, je pense qu'on peut rattraper le coup, mais on a pris beaucoup d'années de retard. Et ça, c'est au début des années 2000. Oui. Je pense que le grand adversaire de l'ensemble du monde, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot, mais enfin civilisé, ou du monde moderne, un des grands adversaires, c'est l'obscurantisme et c'est le terrorisme. La guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, a été de ce point de vue-là une catastrophe. Et là, on a pris des années de retard, on a ouvert un paradis pour les terroristes de tout poil, et on en subit encore maintenant les conséquences. Une génération entière. Oui. 30 ans. Oui, probablement. Et au Mali Est-ce que la guerre en Libye Alors, la guerre, ça y est, la question. j'ai le même jugement sur la guerre en Libye. C'était une sottise énorme. Kadhafi était un horrible personnage. Mais vous étiez pour ou pas? Pour la guerre en Libye? Oui. Non. Je pense qu'on a eu raison au début de d'instaurer une zone de non-survol à l'est de la Libye pour empêcher protéger Kadhafi... Benghazi. Oui, protéger Benghazi, mais il fallait en aller plus rester loin. là. Il fallait en rester là. Et d'ailleurs, il y a eu un révélateur, un baromètre intéressant. C'est ce qu'on dit... Là, ça a été l'attitude des Russes. Lorsqu'on a établi la zone d'interdiction aérienne au-dessus de Benghazi, les Russes et les Chinois se sont abstenus au Conseil de sécurité. Ça voulait dire, attention, on vous laisse faire, mais pas de bêtises. Et puis on est allé loin et on a laissé assassiner Kadhafi. Oui, on l'a exécuté. On a Oui, outrepassé très largement le mandat des Nations Unies. D'accord. Et c'était une sottise. Enfin, moralement, c'est évidemment pas justifiable, mais en plus, c'était une énorme contre le terrorisme. Deuxième occasion manquée. Sur Serge Gomez, juste sur vous citez l'opposition passive des Russes et des Chinois. Vous ne dites pas un mot de l'opposition permanente, renouvelée, claironnée de tous les Africains, de l'Union africaine, de la plupart des organisations régionales, des voisins de la Libye, qui disaient non, il ne faut pas y aller. Ah, tout à fait. Et il me le disait suffisamment. J'étais à Addis Abeba à l'époque. Il me disait suffisamment. Mais les Africains n'avaient pas de veto possible au Conseil de sécurité. Les Russes et les Chinois en avaient. C'est ça. Oui. Donc, l'opposition des Africains, en soi, on aurait dû en tenir compte, parce qu'ils connaissaient le terrain. Oui. Et donc, ils avaient vu clair dans ce qui allait se passer, mais je comprends qu'on en ait tenu moins compte parce qu'ils n'avaient pas de droit de veto. Les Russes et les Chinois l'avaient, ils se sont abstenus, et ça explique ce qui s'est passé par la suite. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise en Syrie, le fameux propos de Lavrov, du ministre russe des Affaires étrangères, à son collègue américain, John Kerry à l'époque, nous sommes fait avoir sur la Libye, nous ne le laisserons pas avoir sur la Syrie. Donc là, ça a été, je crois qu'on a raté une suite d'occasions de faire front ensemble contre le terrorisme. C'est là où on voit l'importance de la diplomatie, parce que finalement, les Russes, à chaque fois, quand les Occidentaux sont allés au Kosovo et ont taillé donc cet État dans ce que c'était auparavant, à savoir l'ex-Yougoslavie et la Serbie, les Russes, là encore, ont dit c'est un précédent. Oui. Et ils ont pris leur revanche avec la Crimée, avec l'Ossétie, avec l'Abkhazie. Exactement. Bon, mais alors qu'est-ce que vous regrettez qui n'ait pas été gardé de la génération d'avant? J'y reviens. Vous avez trouvé? Je crois qu'on a gardé beaucoup de choses de la génération d'avant. On a gardé le dynamisme, on a gardé quand même la foi dans le progrès, malgré tout. Alors, là, on a gardé quand même le primat de la science, on a gardé l'importance de la technique, on a gardé aussi la valorisation de la culture. La première fois, c'est De Gaulle qui a institué pour la première fois un ministère de la Culture, qu'il a confié à Malraux. Maintenant, il y en a presque, je ne dis pas presque partout, mais dans beaucoup de pays. La culture, elle souffre actuellement avec la crise, avec la pandémie. Hein. Mais quand même, on en est venu, on a corrigé une erreur. Au début de la crise du Covid, la culture a été mise parmi les biens non essentiels. Et maintenant, au moins en parole, elle est reconnue comme essentielle. Dans les actes, c'est encore peut-être autre chose. Mais le caractère primordial de la culture, ça c'est une invention relativement récente, disons de ma génération, ou de la génération qui a immédiatement précédé, je pense qu'on l'a gardé. Non, pas assez sceptique. Je ne sais pas. Je pense aux maisons de la culture de Malraux. Je pense la France a toujours été marquée par pas que la France, la francophonie. En Haïti, un poète, c'est quelqu'un de très important. Ah oui, oui. Un peintre. Bien sûr. En Afrique, ça a toujours été quelque chose de considéré comme important. Peut-être pas essentiel à la vie ordinaire, mais très important à la vie tout court. On fait beaucoup, alors ça peut être pour la littérature. Qu'est-ce qu'il faut, alors je me demandais qu'est-ce que vous regrettiez, je n'ai pas très bien compris, mais qu'est-ce qu'il faut sauver à tout prix de l'héritage pour les temps à venir? La prospérité qui a quand même été acquise. On a quand même
le nombre de pauvres gens, nombre de gens qui meurent de faim dans le monde n'a jamais été aussi bas par rapport à l'ensemble de la population. La population, c'est il n'y a jamais eu aussi peu de guerres et il n'y a jamais eu aussi peu de gens. Il n'y a jamais eu de aussi faim. peu de guerres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, tout à fait, c'est quelque chose qu'il faut garder. On parlait de l'Afrique. Il y a énormément de maux, de choses à corriger en Afrique. Mais enfin, il n'y a plus les grandes catastrophes que nous avons connues. Le Biafra, c'était 1 million de morts. L'Angola, le Mozambique. En RDC, il continue à y avoir des massacres, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Là, il y a quand même aussi un énorme progrès. Il faut essayer de continuer. Il faut aller de l'avant. Il y a un sujet que vous évoquez, mais sans trop vous apesantir, c'est la démographie. C'est pourtant la clé de l'avenir. Oui. Hein? Oui, c'est une clé. C'est une clé qu'on ne maîtrise pas et c'est une double menace. Et là, il va falloir beaucoup de concertation. Double menace parce que d'un côté, il y a des pays où il y a une croissance trop forte et qui sera presque impossible à gérer. Je pense à un pays comme le Niger. Et puis inversement, il y a des pays qui ont mis un coup de frein très brutal et qui vont se retrouver avec une nation de vieux. C'est le cas de la Chine. Et dans 20 ans ou 30 ans, je pense que les Chinois vont avoir beaucoup de problèmes. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les bonnes clés. Et il est interdit de se réjouir quand les Chinois ont des problèmes. C'est pas notre intérêt de nous réjouir quand les Chinois ont des problèmes. C'est pas notre intérêt. Quand la Chine s'éveille, quand la Chine pleurera, le monde ne rigolera pas forcément. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Stéphane Gompers. Apologie du futur. C'est un titre qui claque et qui est vraiment... c'est un défi intellectuel que de prétendre ça aujourd'hui. Et puis, le livre de Raoul Delcorde sur la diplomatie d'hier à demain. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et ainsi va le monde sur Télé Sud.